Mes parents ont acheté une Mercedes à mon frère, puis m'ont demandé de prendre le blâme quand il l'a crashé. Salut tout le monde, alors voilà, mes parents ont acheté une foutue Mercedes à mon frère préféré, puis ont essayé de me faire porter le chapeau quand il l'a crashé. Accrochez-vous, parce que ce que je vais raconter est probablement la trahison familiale la plus folle que vous lirez cette semaine. Moi, j'ai 24 ans, et je me fais traiter comme de la merde dans cette famille depuis que je suis gamin. Mon petit frère Tristan, 21 ans, est l'enfant doré, celui qui ne fait jamais rien de mal aux yeux de mes parents. Le favoritisme chez nous est tellement flagrant qu'il ferait rougir un scénariste de sitcom. Je n'exagère même pas. C'est du pur tout le monde aime Raymond version cauchemar. Je vais vous expliquer. Depuis mes 18 ans, mes parents me forcent à payer 400 $ de loyer chaque mois pour vivre chez eux. Oui, vous avez bien lu. 400 $ pour vivre dans la même maison où j'ai grandi, dans une chambre qui n'a pas changé depuis mes 12 ans. Pendant ce temps, mon frère vit là gratuitement, bouffe la nourriture que j'aide à payer, profite des factures que je contribue à couvrir, et agit comme s'il était le propriétaire des lieux. Quand j'ai enfin eu le courage de dénoncer cette injustice flagrante, mes parents m'ont sorti le grand classique, notre maison, nos règles. Vous savez, cette excuse que les parents sortent quand ils n'ont rien de valable à dire. Mais les doubles standards ne s'arrêtent pas là. Au lycée, je devais maintenir une moyenne de 3,8 tout en bossant les week-ends dans une quincaillerie. Je n'avais pas le droit d'aller à des fêtes, parce qu'il fallait que je me concentre sur mon avenir. Tristan, lui, ce mec a à peine réussi ses cours, n'a jamais eu de boulot au lycée, et avait le droit de faire la fête tous les week-ends parce qu'il doit être sociable et profiter de sa jeunesse. Chaque réussite de ma part se soldait par un bien joué à moitié sincère, tandis que Tristan recevait des éloges pour le moindre effort. Je bosse plus de 40 heures par semaine dans un job de bureau épuisant juste pour économiser assez et enfin fuir cet enfer. Mon plan, c'est d'économiser pour pouvoir payer une caution et emménager dans un appartement correct. Mais à chaque fois que j'approche de mon objectif, bizarrement, une urgence familiale apparaît, et devinez qui doit aider ? J'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a 3 ans. J'ai trimé comme un fou, en travaillant à temps partiel tout en suivant un cursus à temps plein, j'ai été diplômé avec mention, et j'avais un job prêt à commencer 2 semaines plus tard. Ma récompense ? Un texto de félicitations à moitié sincère et une carte cadeau de 50 $ pour Applebee's. Pas de fête, pas de dîner de célébration, rien. Juste, tiens, va manger dans un resto de chaîne médiocre, et continue à payer ton loyer. Le mois dernier, Tristan a enfin obtenu son diplôme, avec une moyenne de 2,4, après 6 longues années passées à ce que je suppose être de l'entraînement professionnel au beer pong. Il a changé de spécialité 3 fois, échoué à plusieurs cours qu'il a dû repasser, et a traité l'université comme des vacances prolongées ponctuées de quelques dissertations. Et qu'ont fait mes parents pour célébrer son exploit médiocre ? Ils lui ont acheté une putain de Mercedes Model 3 Performance. Pas le modèle de base, non. Le modèle à plus de 60 000 $, avec toutes les options, système audio haut de gamme, tout le tralala. Je me souviens encore du jour où ils la lui ont offerte. On était tous dans l'allée. Mon père lui tend une petite boîte, et dedans, les clés d'une Mercedes blanche flambant neuve garée en face. Tristan devient complètement fou, saute partout comme s'il venait de gagner au loto, pendant que ma mère prend environ 500 photos pour Facebook. Et là, mon père me regarde, remarque mon expression, et me dit « Je vous jure, ne sois pas jaloux. Ton frère mérite ça, il a tellement travaillé dur. » Travaillé dur ? À quoi ? Au championnat de beer pong. Quand j'ai fait remarquer que j'avais obtenu mon diplôme en 4 ans, avec mention et tout, alors que je bossais à côté, et que je n'avais rien reçu, ma mère a eu le culot de dire « Eh bien, les études ont toujours été plus faciles pour toi. » Tristan, lui, a eu du mal. Ouais, il a eu du mal à sortir du lit avant midi et à se souvenir du prénom de la fille qu'il fréquentait cette semaine-là. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous voyez le tableau, toute ma vie, j'ai été traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Depuis qu'il a eu cette Mercedes, c'est devenu toute sa personnalité. Je ne plaisante pas. Il ne pouvait pas passer 5 minutes sans en parler ou sans publier une story Instagram montrant le tableau de bord. La voiture, ce n'était pas juste un moyen de transport. C'était lui. Mercedes Bro était né, et c'était aussi insupportable que ça en a l'air. Chaque nuit, il rentrait à 2 heures du matin du bar et faisait vrombir le moteur dans l'allée comme un abruti. Oui, je sais que les Mercedes électriques n'ont pas vraiment de moteur à faire rugir, mais ce crétin appuyait à fond sur l'accélérateur dans l'allée, faisant hurler ce bruit électrique à plein volume. Il réveillait tout le quartier, parce qu'apparemment, dormir c'est pour les paysans qui n'ont pas de voitures électriques offertes par papa. Le mec conduisait comme s'il auditionnait pour Fast and Furious 27, Electric Boogaloo. Il roulait à fond dans les zones résidentielles où jouent des gamins, faisait des dérapages dans les parkings, et tournait ses TikTok débiles où les gens font semblant de dormir pendant que leur voiture est en pilote automatique. Chaque fois que je lui disais que peut-être, juste peut-être, utiliser la route publique comme piste de course n'était pas une super idée, il me répondait avec un sourire « Arrête d'être rabat-joie, bro. » Je l'ai même vu conduire bourré à plusieurs reprises. Ce n'était plus juste être un idiot, c'était carrément dangereux pour tout le monde.
Je lui ai proposé plusieurs fois d'être son chauffeur désigné ou de lui payer un Uber. Mais non. La voiture se conduit toute seule, bro. Ouais, sauf que le pilote automatique n'annule pas les effets de l'alcool sur ton cerveau. Ses potes n'étaient pas mieux, ils montaient tous à 4 ou 5, tous bourrés, pour aller faire des virées nocturnes, leurs mots, pas les miens. Je les ai prévenus plusieurs fois qu'un drame allait arriver. J'ai aussi prévenu mes parents. Ils m'ont tous dit de me mêler de mes affaires. Ma mère m'a même sorti, et je cite, « Tu es juste jaloux parce que tu n'as pas d'amis qui veulent t'amuser avec toi. » Ouais maman. Je suis tellement jaloux de ne pas avoir d'amis qui veulent mourir dans un accident enflammé. Tu m'as percé à jour. De jour en jour, Tristan devenait plus imprudent. Les vidéos devenaient plus dangereuses, les vitesses plus élevées. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Et tout le monde, absolument tout le monde sauf moi, faisait semblant de ne rien voir venir. Et puis, l'inévitable est arrivé, un jeudi soir. J'étais dans ma chambre, en train de bosser, quand j'ai entendu la porte de mes parents claquer vers 3 heures du matin. Des chuchotements paniqués dans le couloir, puis la voiture de mon père qui démarre à toute allure. J'ai trouvé ma mère en bas, l'air livide. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle a marmonné, « Ton frère a eu un petit accident avec la Mercedes et que mon père était parti le chercher. » Un petit accident. C'est le code familial pour « grosse connerie qu'on est déjà en train de camoufler ». Vers 4h30 du matin, j'ai entendu la voiture de mon père revenir. J'ai regardé par la fenêtre du salon et je l'ai vu traîner Tristan à moitié inconscient jusqu'à la porte d'entrée. Il pouvait à peine marcher, il lui manquait une chaussure, et il avait ce qui ressemblait à du sang séché sur le front. Mon père essayait désespérément de le faire taire pendant que Tristan beuglait, complètement ivre, « Putain d'arbre, il est sorti de nulle part, mec. » Et oui, monsieur le chouchou avait encastré sa Mercedes dans un arbre en sortant d'un bar. Choquant, n'est-ce pas? Qui aurait pu prédire cet événement totalement imprévisible, dont j'avais pourtant prévenu tout le monde depuis des semaines? Par miracle, il n'était pas gravement blessé, juste une coupure au front et quelques bleus dus à l'airbag. En revanche, la Mercedes, elle, était presque bonne pour la casse, avant complètement défoncé, airbag déclenché, pare-brise fissuré, le tout. Ils l'ont aidé à aller dans sa chambre, comme si c'était un bambin qui s'était couché trop tard, plutôt qu'un adulte de 21 ans qui venait de commettre un délit. Je n'ai eu la version complète que le lendemain matin. Tristan était au Rustinel. Il s'était complètement bourré la gueule avec ses brillants copains, puis avait décidé que conduire, c'était une excellente idée. Ses amis, ses modèles de vertu, ont même encouragé ce plan, l'un d'eux filmant Tristan en train d'enchaîner les shots tout en faisant tourner les clés de la Mercedes en disant « Voyons ce que ce bébé a dans le ventre ». Sur le chemin du retour, il a pris un virage beaucoup trop vite, a perdu le contrôle, a sauté le trottoir et a foncé tout droit dans le chêne géant d'un pauvre propriétaire. Mon père est arrivé avant que la police ne débarque. D'après ce que j'ai entendu dans un appel chuchoté entre ma mère et ma tante, que j'ai évidemment écouté, mon père a réglé l'affaire avec les propriétaires. Aucune idée de ce qu'il leur a promis, mais connaissant mon père, ça n'a pas dû être donné. Il leur a probablement fait un chèque sur le champ pour qu'ils oublient tout. Le vrai mystère, c'est comment il a réussi à les convaincre de ne pas prévenir la police. Ils ont fait remorquer la Mercedes jusqu'à notre garage, où elle trônait, tel un gigantesque doigt d'honneur en métal. L'avant était complètement enfoncé, le capot plié comme un accordéon. Les 2 airbags avaient explosé, laissant une fine poussière blanche partout à l'intérieur. Le pare-brise était une toile d'araignée de fissure, et une des roues avant était tordue à un angle que Mercedes n'avait clairement pas prévu. C'était désormais un presse-papier à 60 000 $. La porte du garage est restée fermée. 2 jours après l'accident, mes parents ont convoqué une réunion de famille dans le salon. Et dans l'histoire des réunions de famille, jamais aucune n'a été organisée pour annoncer une bonne nouvelle. Personne n'appelle une réunion de famille pour dire « Eh, on part tous à Disney World ». Je suis donc entré dans le salon. Mes parents étaient assis sur le canapé avec ces visages graves que les gens prennent quand ils s'apprêtent à te demander un rein. Tristan était affalé dans le fauteuil, scotché à son téléphone comme si toute cette histoire n'était qu'un petit contretemps l'empêchant de scroller TikTok. Le bleu sur son visage avait viré à un joli jaune-violet qui, honnêtement, l'embellissait presque. Mon père a toussé, redressé son dos, joint ses mains, bref, la mise en scène habituelle qu'il sort quand il veut faire passer une idée totalement absurde pour quelque chose de raisonnable. C'est tout un spectacle. Fils, a-t-il commencé, nous avons évalué les dégâts sur la voiture de Tristan. Il a dit ça comme si la Mercedes avait attrapé un rhume. L'assurance ne couvrira pas, parce que... Il s'est arrêté, visiblement gêné. Parce qu'il conduisait ivre, ai-je terminé pour lui. Le regard que ma mère m'a lancé aurait pu faire tourner du lait. Ne sois pas dramatique. Il n'avait bu que quelques verres. Oui, quelques verres qui le rendaient incapable de marcher droit ou de parler clairement en rentrant. Dans le monde de ma mère, tant qu'on n'est pas dans le coma, ce n'est que quelques verres. Mon père a continué comme si je n'avais rien dit, le fait est que les réparations vont coûter environ 18 000 $, et nous pensons qu'il serait juste que toute la famille contribue. J'ai éclaté de rire, pensant que c'était une blague. Puis j'ai réalisé qu'ils étaient sérieux. Ils avaient l'audace, le culot monumental,
de me demander de participer aux réparations d'une voiture que je ne possède pas, que je ne conduis pas, et qu'il a détruite parce qu'il a décidé de conduire bourré. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous voulez que je paie pour réparer une voiture que je ne possède pas, que je ne conduis pas, et qu'il a craché en conduisant ivre, ai-je répété, juste pour vérifier que je ne rêvais pas. Nous sommes une famille, a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. Et tu es le seul à avoir des économies importantes en ce moment. Ah, voilà. Il savait que j'économisais pour déménager, et il voyait cet argent comme une belle opportunité pour réparer les conneries de leur chouchou. Mes économies n'étaient pas pour mon avenir. C'était juste le fonds d'urgence pour les désastres de Tristan. Compris. Combien vous voulez que je contribue, ai-je demandé, en faisant les guillemets avec mes doigts, parce qu'on savait tous que ça voulait dire payer presque tout. Mon père a eu la décence d'avoir l'air un peu mal à l'aise. Eh bien, ta mère et moi pouvons mettre environ 3000 $ de notre fonds d'urgence. Tristan a environ 500 $ de côté. Bien sûr. Tristan n'avait que 500 $, malgré le fait qu'il ne paie ni loyer ni facture. Cet argent était sûrement prévu pour de la weed ou une marque de streetwear hors de prix à la mode ce mois-ci. Donc vous voulez que je paie les 14 500 $ restants, ai-je conclu. Ce n'était pas une question. Mon père a hoché la tête, soulagé que j'ai le compris. On pourra établir un plan de paiement, peut-être 1000 $ par mois jusqu'à ce que ce soit réglé. On sait que tu as des économies. Tristan a enfin levé les yeux de son téléphone à ce moment-là et a lâché, c'est pas comme si t'avais besoin d'un appart de luxe de toute façon. Tu bosses tout le temps. L'audace de ce mec pourrait alimenter une petite ville. Il détruit sa Mercedes, que je l'avais prévenu de ne pas conduire bourré, et maintenant il me donne des conseils financiers? Des conseils sur l'argent que j'ai gagné en travaillant de boulot et en payant un loyer à mes propres parents? C'est là que j'ai craqué. J'ai ri, encore, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était ce genre de rire nerveux qu'on fait quand une situation est tellement absurde qu'on ne peut même plus être en colère. Je ne vous donnerai pas un seul centime, ai-je dit en les regardant droit dans les yeux. Tristan a craché la voiture parce qu'il conduisait ivre, et il devrait déjà s'estimer heureux de ne pas partager une cellule avec un type nommé Booba. C'est son problème, pas le mien. Mes parents m'ont regardé comme si je venais de proposer qu'on sacrifie le chien de la famille. Après tout ce qu'on a fait pour toi. A commencé ma mère, sa voix tremblant dans ce ton manipulatoire qu'elle maîtrise à la perfection. Le train de la culpabilisation venait de quitter la gare. Et vous avez fait quoi pour moi, exactement, ai-je répondu. Me faire payer un loyer pendant qu'il vit gratis? Lui offrir une Mercedes pendant que je conduis une voiture plus vieille que son permis? Dénigrer mes réussites pendant que vous célébrez sa médiocrité? Allez-y, expliquez-moi donc tout ce que vous avez fait pour moi qui justifierait que je paie pour son accident de conduite en état d'ivresse. Le visage de mon père est devenu rouge écarlate, cette nuance spéciale qu'il atteint seulement quand on ose contester son autorité. Tu vas contribuer à réparer la voiture de ton frère. Point final. Je me suis levé, étonné moi-même du calme avec lequel je l'ai fait. Non, je ne vais pas le faire. Point final, pour moi aussi. Leurs têtes se sont tournées vers moi, stupéfaites. Ils étaient tellement habitués à ce que je cède, à ce que je sois le responsable, celui qui se sacrifie toujours pour la famille, qu'ils ne savaient pas comment réagir à ce nouveau moi, celui qui refusait de plier. Tu es égoïste, a lâché ma mère, dégainant son arme ultime. Non, je suis réaliste, ai-je répondu. Tristan a choisi de conduire ivre. Il avait choisi de planter la voiture. Eh bien, il pouvait en assumer les conséquences, pour une fois dans sa vie. J'ai quitté le salon et suis retourné dans ma chambre, ignorant leurs appels à revenir pour en discuter comme des adultes. L'ironie du fait qu'ils veuillent soudainement une discussion adulte ne m'a pas échappé. Alors que je refermais la porte de ma chambre, j'ai entendu Tristan demander « Alors ça veut dire que je ne fais pas réparer la voiture ?» Toujours concentré sur ses objectifs, ce gamin. Je n'avais aucune idée de ce qu'il ferait ensuite, mais une chose était sûre, ce n'était pas fini. Dans ma famille, non, n'est pas une réponse complète. C'est juste une invitation à trouver des moyens plus créatifs pour obtenir ce qu'on veut. Les jours suivants ont été tendus à mort. Mes parents ne me parlaient presque plus, sauf pour me demander si j'avais reconsidéré leur offre généreuse de payer les dégâts de Tristan. Je gardais mes réponses brèves et claires, non. Résultat, de grands soupirs, des portes claquées, et ma mère qui faisait ce truc passif-agressif où elle parle de moi à la troisième personne alors que je suis littéralement dans la même pièce. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la loyauté familiale, disait-elle à voix haute, à personne en particulier, pendant que je prenais mon petit déjeuner à 1 mètre d'elle. Vraiment subtil, maman. Je les ai surpris plusieurs fois en train de chuchoter, penchés sur la table de la cuisine avec des papiers étalés devant eux. Ils se taisaient dès que j'entrais. Jamais bon signe dans ma famille. À chaque fois que les gens cessent de parler quand tu arrives, tu peux être sûr qu'ils parlent de toi, et pas dans le genre, on prépare sa fête surprise. Vendredi soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé mon père au téléphone avec quelqu'un de la compagnie d'assurance. Il utilisait sa voix, professionnelle, celle qu'il prend quand il veut faire croire qu'il n'est pas plein de merde. J'ai entendu des phrases comme « couverture tout risque » et « déclaration de vandalisme » avant qu'il ne me voie et n'aille finir l'appel dans son bureau. Déclaration de vandalisme? C'était nouveau. La dernière fois que j'ai vérifié,
Percuter un arbre en état d'ivresse n'était pas considéré comme du vandalisme, sauf si l'arbre portait plainte. J'en ai conclu qu'il s'accrochait à n'importe quel prétexte pour que l'assurance paie. Bonne chance avec ça. Les compagnies d'assurance ont des départements entiers dont le seul boulot est de trouver des raisons de ne pas payer les sinistres. Mais bon, pas mon cirque, pas mes singes. Le samedi matin a commencé avec un boucan d'enfer. Littéralement. J'ai été réveillé vers 7 heures par un bruit métallique, comme si quelqu'un tabassait une poubelle en fer. Je me suis levé, encore à moitié endormi, et j'ai regardé par la fenêtre donnant sur l'allée, rien d'anormal. Le bruit s'était arrêté. J'ai pensé que c'était juste les éboueurs un peu trop zélés et je suis retourné me coucher. 1 heure plus tard, l'enfer s'est déchaîné. Je me suis réveillé en entendant des cris venant du garage. J'ai enfilé un jogging et je suis descendu. Tristan se tenait dans le garage ouvert, mes parents derrière lui, tous les trois fixant la Mercedes. La voiture était encore plus détruite qu'avant. Et je ne parle pas d'un petit peu. On aurait dit que Hulk avait décidé de se venger personnellement. Le pare-brise était complètement éclaté, toutes les vitres brisées, et d'énormes bosses couvraient les portières et le capot. Les rétroviseurs pendaient, accrochés à leur fils, et un des phares avait carrément disparu. C'en était presque impressionnant, à quel point elle était ravagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé, sincèrement perdu. La voiture était déjà bien amochée après l'accident, certes, mais là, c'était un autre niveau. Tristan s'est tourné vers moi, le visage rouge d'une colère qui semblait bien préparée. Comme si tu ne savais pas. C'est toi qui as fait ça. J'ai éclaté de rire. Quoi? J'ai dormi toute la nuit. J'ai pas touché à ta voiture. Mon père a brandi quelque chose. Une batte de baseball de mes années de lycée que je gardais en souvenir. Alors pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ça dans les buissons dehors? M'a-t-il demandé. Sa voix faisait ce ton faussement calme qui veut dire qu'il est furieux. J'ai dit que je n'en savais rien, mais ma mère m'a coupé. Ne nous mens pas. C'était bien ma batte, que je n'avais pas utilisée depuis des mois. Elle dormait au fond de mon placard avec mes vieilles affaires de sport. On a déjà appelé l'assurance, a dit mon père avec un air satisfait. Ils envoient un enquêteur lundi. On leur a dit que quelqu'un avait vandalisé la voiture par jalousie. Et là, tout s'est éclairé. Tristan avait dû prendre ma batte, aggraver les dégâts de la Mercedes déjà bousillée, puis la planquer dehors pour me faire accuser. L'assurance ne couvrirait pas un accident dû à la conduite en état d'ivresse, mais du vandalisme? Ça, oui. Et en prime, il se vengeait de son grand frère qui refusait de payer. Tout prenait sens. J'ai regardé Tristan, et j'ai vu ce petit sourire qu'il essayait de dissimuler. Ce n'était plus juste de la gaminerie. C'était de la malveillance pure. Il m'avait délibérément piégé, et mes parents étaient complices. Vous allez vraiment me faire porter le chapeau? Ai-je demandé en fixant Tristan. Il a souri. Tu crois qu'ils vont croire qui? L'élève modèle au brillant avenir, ou le grand frère jaloux qui vit encore chez ses parents et se plaint tout le temps? Mes parents étaient derrière lui, les bras croisés, unis comme toujours. Ils avaient choisi leur camp. Comme d'habitude. Peu importait que ce qu'ils faisaient soit littéralement une fraude à l'assurance, un crime. Peu importait qu'ils soient prêts à me faire accuser à tort. Tout ce qui comptait, c'était protéger leur enfant doré. C'est n'importe quoi, et vous le savez, ai-je dit, étonnamment calme vu la situation. Je n'ai pas touché à la voiture. J'ai dormi toute la nuit. Ma mère a levé les yeux au ciel. On t'a entendu sortir de ta chambre vers 2 heures du matin. La caméra du voisin t'a sûrement filmé aussi. Intéressant. Nous n'avions pas de voisins avec des caméras, du moins pas avec une vue sur notre allée ou notre garage. Ils bluffaient, ce qui voulait dire qu'ils savaient exactement ce qui s'était passé. Soit ils avaient aidé Tristan, soit ils couvraient son acte. Donc si je comprends bien, ai-je dit en croisant les bras, vous me demandez soit de payer 14 500 $ pour réparer une voiture qui n'est même pas à moi, soit vous me faites passer pour le coupable d'un faux vandalisme pour toucher l'assurance? Ce sont mes options? Le visage de mon père a viré au rouge. Personne n'accuse personne. On sait que tu l'as fait parce que tu es en colère pour l'argent. Je suis retourné dans ma chambre sans un mot de plus. Inutile de discuter. Ils avaient déjà écrit leur version de l'histoire. J'ai fermé la porte, me suis assis sur mon lit et j'ai réfléchi. Tout ça venait de passer du simple drame familial à un vrai scénario criminel. J'ai pris mon téléphone et appelé mon patron pour demander un jour d'urgence le lundi. Pas question de laisser ma défense entre les mains de ma famille quand l'enquêteur viendrait. Je devais être là pour raconter ma version. En raccrochant, j'ai eu un frisson d'angoisse. Mes parents venaient de me montrer jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger Tristan. Ils étaient prêts à mentir, à me piéger, à frauder. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils avaient déjà couvert pour lui dans le passé sans que je le sache? L'enquêteur de l'assurance est arrivé le lundi matin à 9 h pile. Il s'appelait Mac. J'en ai vu des types comme lui. Chemise froissée, pantalon beige rentré dedans, une tablette et un appareil photo à la main. Mon père a essayé de me dire d'aller travailler et que s'occuperait de tout, mais je l'ai juste fixé jusqu'à ce qu'il se recule. Drôle de voir à quelle vitesse son autorité s'effondre quand je ne cède pas immédiatement. Mes parents ont sorti leur meilleur rôle à la June Ward clivé quand Mac est arrivé. Tristan était affalé à proximité, ayant l'air d'être la victime, touchant parfois le bleu sur son visage pour l'effet dramatique. Mac était poli,
mais très professionnel. Il est allé directement au garage pour examiner la Mercedes, prenant des dizaines de photos sous tous les angles. Il a passé beaucoup de temps à comparer les dégâts à l'avant avec les nouveaux dégâts, ce qui m'a donné l'espoir qu'il remarquerait l'évidence. Cette voiture avait été impliquée dans 2 incidents très différents. Après avoir examiné la voiture, Mac a demandé à parler à chacun d'entre nous séparément. Mes parents sont passés en premier, ensemble. Ils sont restés environ 30 minutes. Puis Tristan est passé pour son entretien, qui a duré peut-être 15 minutes. J'ai entendu sa voix s'élever à un moment, probablement pour l'effet dramatique. Quand ce fut mon tour, je me suis assis en face de Mac à notre table de cuisine, où il avait installé son ordinateur portable et quelques papiers. Il m'a regardé et m'a dit qu'il avait quelques questions sur mes allées et venues le vendredi soir et le samedi matin. Je lui ai dit la vérité. J'étais à la maison, au lit, endormi. Je suis rentré du travail vers 18h, j'ai fait un sandwich, joué un peu à la Xbox, et me suis couché vers 23h. Je n'ai quitté ma chambre que lorsque j'ai entendu le vacarme dans le garage le lendemain matin. Mac a hoché la tête en prenant des notes. Puis il m'a demandé directement si j'avais quoi que ce soit à voir avec les dégâts sur la Mercedes. Non, ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. Et voici ce que vous devez savoir, ce qu'ils ne vous ont probablement pas dit, cette voiture était déjà significativement endommagée avant ce soi-disant vandalisme. Il a levé les sourcils, le plus d'émotion qu'il ait montré jusqu'ici. J'ai tout expliqué. La Mercedes était un cadeau pour Tristan à l'occasion de sa médiocre remise de diplôme. Il la conduisait de façon imprudente depuis qu'il l'avait reçue. J'ai raconté à Mac l'histoire de l'alcool au volant, des excès de vitesse, des vidéos TikTok. Puis je suis arrivé à l'accident, comment Tristan l'avait embouti contre un arbre en conduisant ivre il y a environ une semaine, et comment mes parents avaient réussi à éviter toute intervention policière. Vérifiez les airbags, lui ai-je dit. Ils ont déjà été déployés lors du premier accident. Regardez les dégâts à l'avant par rapport aux nouveaux dégâts. C'est clairement différent. Les dégâts à l'avant proviennent de l'impact avec l'arbre. Le reste, eh bien, ce n'est pas de moi. J'ai aussi raconté à Mac la tentative de mes parents de me faire payer 14 500 $ pour les réparations et comment le vandalisme était survenu mystérieusement juste après que j'ai refusé. Mac a tout noté sans montrer beaucoup de réaction. Puis il m'a demandé s'il y avait quelqu'un pour vérifier que j'étais bien dans ma chambre toute la nuit. Non, ai-je admis. Je vis avec mes parents et Tristan. Mais j'avais commandé une pizza vers 21h30 vendredi et je jouais sur Xbox Live avec des amis jusqu'à environ 23h. Ils peuvent confirmer que j'étais en ligne. Il a hoché la tête et a pris plus de notes. Puis il m'a surpris en demandant « Est-ce que vos voisins ont des caméras de sécurité ? Pas de celles qui couvriraient notre garage ou notre allée ?» ai-je répondu. Les Johnson, de l'autre côté de la rue, ont une caméra sur leur sonnette, mais elles ne filment que leur Porsche. Il a écrit quelque chose. Puis il m'a remercié et a dit qu'il contacterait bientôt la famille. En revenant au salon, je sentais mes parents et Tristan me lancer des regards assassins. Ils savaient que je n'avais pas suivi leur scénario. Après le départ de Mac, l'enfer s'est déchaîné. Mes parents ont perdu leur calme. Comment ai-je osé dire la vérité à l'enquêteur? L'horreur. Ma mère a pleuré sur moi, affirmant que je cherchais à ruiner la vie de Tristan pour une seule erreur, comme si conduire ivre et fraude à l'assurance était au même niveau que d'oublier de sortir les poubelles. Mon père s'est avancé vers moi, le doigt pointé, me disant que je ferais mieux de rappeler l'enquêteur et de régler ça si je tenais à ma peau. Tristan, lui, souriait sur le canapé, sûr que son plan fonctionnerait parce que ça avait toujours marché. L'enfant doré gagne toujours. N'est-ce pas? Je suis allé dans ma chambre et ai verrouillé la porte, ignorant leur demande de revenir en bas. Pendant les 2 jours suivants, je suis allé travailler, je suis rentré et allé directement dans ma chambre, en verrouillant la porte. J'ai commandé des repas à livrer et ne suis sorti que lorsqu'ils dormaient. C'était comme vivre dans un pays hostile où je ne parlais pas la langue et où tout le monde me détestait. Mercredi après-midi, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Ici Mac, de State Farm Insurance. Pouvez-vous me rencontrer sur Main Street à 16h aujourd'hui? J'ai quelques questions de suivi. J'ai répondu que j'y serais. Je n'ai pas dit à ma famille où j'étais. Je suis juste allé directement au Starbucks après le travail. Mac était déjà là, assis à une table dans un coin avec son ordinateur portable et une pile de papier. Je voulais vous parler loin de votre famille, a-t-il dit d'une voix basse. Nous avons découvert des incohérences dans la déclaration. Il s'est avéré que Mac était plus méticuleux que ma famille ne l'avait prévu. Il avait inspecté le quartier pour trouver des images de sécurité et avait trouvé quelque chose. Les voisins 2 maisons plus loin avaient installé un nouveau système de surveillance le mois dernier avec une caméra grand angle couvrant presque toute la rue. Et devinez ce que la caméra a capté à 2h13 du matin, samedi? Tristan, parfaitement visible, prenant ma batte de baseball dans le coffre de ma voiture, où je gardais mon équipement de sport, et allant frapper sa Mercedes déjà endommagée. Les images montraient qu'il brisait méthodiquement chaque vitre, cabossait le capot et les portières, et arrachait même un rétroviseur. Mac a fait glisser sa tablette sur la table pour me montrer la vidéo. Là, mon frère, à 2h du matin, orchestrant toute la scène. C'était tellement évident et drôle. Je fais ce métier depuis 15 ans, a dit Mac, et c'est l'un des pires montages pour piéger quelqu'un que j'ai jamais vu.
Il m'a ensuite dit qu'il avait déjà rapporté les découvertes à ses supérieurs à l'assurance. Il refusait la réclamation et avait transmis le dossier à leur département fraude. Il était également en contact avec la police locale, qui voulait parler à Tristan et à moi. L'agent de police sera là dans environ 10 minutes, a dit Mac. Je voulais vous prévenir avant qu'il ne contacte votre famille. Étant donné les circonstances, j'ai pensé que je préférerais peut-être leur parler séparément. Je l'ai remercié, sincèrement reconnaissant pour son sérieux et le fait qu'il me croyait. L'agent de police est arrivé. C'était une femme. Elle a pris ma déposition, m'a montré les images à nouveau, et m'a demandé si je voulais porter plainte contre Tristan pour avoir tenté de me piéger. Le procureur décidera s'il poursuit pour fraude à l'assurance, a-t-elle expliqué. Mais pour le faux signalement et la tentative de me faire accuser, c'est votre choix. Je me suis assis, réfléchissant. Oui, Tristan est mon frère, mon sang. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait délibérément essayé de me faire accuser d'un crime que je n'avais pas commis, qui m'aurait laissé prendre la responsabilité de sa conduite en état d'ivresse et de sa crise de colère, risquant de ruiner mon casier, mes perspectives de carrière, ma vie. J'ai pensé à toutes ces années de favoritisme, à toutes ces règles à double standard, à toutes les fois où j'avais été fait pour me sentir inférieur parce que je n'étais pas Tristan. J'ai pensé à leur volonté de me laisser prendre la responsabilité d'une fraude à l'assurance pour le protéger. Et puis j'ai pensé à quel point j'en avais énormément marre de tout ça. Oui, ai-je dit à l'officier. Je veux porter plainte. Aucune hésitation. Juste un simple oui. Elle a hoché la tête, pris quelques notes et m'a demandé de venir au poste plus tard pour donner une déclaration formelle. Nous avons convenu de 18h ce soir-là. Je suis rentré chez moi, suis arrivé dans notre allée vers 17h pour prendre quelques affaires avant de me rendre au poste de police. À ma grande surprise, une voiture de police était déjà garée devant. On aurait dit que l'officier Rivera n'avait pas perdu de temps. Entrer dans ma maison à ce moment-là, c'était comme entrer dans une zone de guerre. Ma mère faisait les 100 pas en pleurant dans le salon. Mon père était au téléphone, parlant frénétiquement de malentendus et de questions familiales. Tristan était assis sur le canapé, pâle comme un linge. D'habitude, il avait cette expression permanente de satisfaction, comme le chat qui a mangé le canari et qui a réussi à rejeter la faute sur le chien. Quand ma mère m'a vu, elle a accouru. « Qu'est-ce que tu as fait ? La police vient de passer. Ils disent que Tristan pourrait être poursuivi pour fraude. » Je n'ai rien fait. Tristan s'est mis dans cette situation tout seul en essayant de me faire accuser pour avoir vandalisé sa voiture. Mon père a raccroché et s'est précipité vers moi. C'est ridicule. Nous pouvons gérer ça en famille. Tu dois les rappeler tout de suite et leur dire que tu ne veux pas porter plainte. Non, ai-je simplement répondu. J'en ai fini de le couvrir. J'en ai fini d'être le bouc émissaire. Aucun de vous ne peut me faire abandonner les charges maintenant. Les conséquences ont été exactement le chaos attendu. Ma mère oscillait entre pleurer et essayer de me culpabiliser pour que je retire ma plainte. Mon père alternait entre me menacer et proposer des pots de vin. Soudain, il pourrait aider avec mon loyer pour un nouvel appartement si je faisais disparaître cette affaire. Tristan a essayé de s'excuser, mais ça ressemblait plus à un désolé d'avoir été pris que désolé d'être un connard manipulateur. À 17h45, je suis monté à l'étage. Je savais que je ne voulais pas revenir dans cette maison après avoir donné ma déclaration. J'ai donc fait un sac de voyage avec des vêtements, mon ordinateur portable et quelques documents importants. Quand je suis redescendu avec mon sac, mes parents avaient l'air alarmés. « Où crois-tu aller » a exigé mon père. Je vais au poste de police pour donner ma déclaration, puis je vais rester chez un ami pendant un moment. Ma mère a commencé à hurler plus fort. « Tu ne peux pas partir. Nous devons gérer ça en famille. » Nous avons cessé d'être une famille fonctionnelle depuis longtemps, ai-je répondu. Peut-être que nous ne l'avons jamais été. Mon père s'est mis devant la porte, bloquant ma sortie. Si tu passes cette porte et fais ça, ne reviens pas. Tu ne seras plus le bienvenu dans cette maison. Si tu fais ça à ton frère, tu choisis de détruire cette famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa. Je ne détruis pas la famille. Je refuse de laisser la famille me détruire à nouveau. Et si vous êtes vraiment prêt à me renier parce que je n'ai pas laissé faire, ça me va. J'ai contourné mon père et suis sorti. Il a crié quelque chose à propos d'enfants ingrats et de loyauté familiale, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture et ai conduit jusqu'au poste de police. Donner ma déclaration formelle a pris environ 1 heure. L'officier m'a expliqué ce qui allait se passer ensuite. Tristan serait accusé de faux signalement à la police, de tentative de fraude à l'assurance, et potentiellement d'autres accusations liées au DUI original qui n'avaient jamais été correctement déclarées. Ça pourrait devenir compliqué, m'a-t-elle averti. Les affaires familiales le sont souvent. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Oui, ai-je hoché la tête. En sortant du poste, j'ai reçu un texto de mon ami Chris. J'ai préparé ta chambre. Commande de la bouffe. Ne sois pas en retard, mais... Je lui avais demandé plutôt si je pouvais rester chez lui quelques jours. Et fidèle à lui-même, il n'a même pas posé de questions. En arrivant chez Chris, il était sur son Porsche, 2 sodas à la main. Il n'a pas demandé de détails tout de suite, m'a aidé avec mon sac et m'a dit que quoi qu'il arrive, on gérerait ça. Et à ce moment, j'ai compris quelque chose d'important.
C'est ça que devait ressentir une vraie famille. Pas l'obligation, pas la manipulation, pas la compétition constante, juste un soutien inconditionnel. Celui que je n'avais jamais trouvé chez moi. Édition 1, putain, ça a explosé du jour au lendemain. Merci pour les récompenses et le soutien, Reddit. Ça compte beaucoup pour moi. Édition 2, pour ceux qui demandent une mise à jour, restez connectés, ça arrive bientôt. LOL, ça rime un peu. Mise à jour. Salut Reddit. Ça fait un moment depuis mon dernier post, et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour avoir des nouvelles de toute l'affaire de la Mercedes. Alors voilà. Ça fait 6 mois que je suis parti de chez mes parents avec un sac de voyage et une nouvelle colonne vertébrale. Meilleure putain de décision que j'ai jamais prise. J'ai logé chez Chris quelques semaines, puis j'ai trouvé mon propre appartement. Rien de luxueux, juste un studio où personne ne me demande de résoudre ses problèmes. L'affaire de Tristan a avancé rapidement. Les preuves étaient accablantes, vidéos de sécurité, taux d'alcoolémie à l'hôpital la nuit de l'accident et rapport de l'enquêteur d'assurance. Il a fini par plaider coupable pour toutes les accusations et a écopé de 6 mois en prison du comté, 3 ans de probation, une amende massive, et a perdu son permis pendant 5 ans. Mes parents n'ont pas été inculpés, mais ont reçu de lourdes amendes pour leur rôle dans la fraude à l'assurance. Entre les frais juridiques, les amendes et les paiements encore dus pour la Mercedes détruite, ils sont pratiquement ruinés. Quant à moi, j'ai eu une promotion au travail, incroyable ce qu'on peut accomplir quand on ne gère plus constamment des drames familiaux, et je prends des cours du soir pour un MBA. La vie va plutôt bien. Maintenant, pour la mise à jour que vous attendiez tous. Le mois dernier, les textos et appels ont recommencé. D'abord ma mère, puis mon père, et enfin même Tristan, utilisant son téléphone autorisé en prison. Tous avaient le même message, juste délivré différemment, ils avaient besoin d'argent. Ma mère a utilisé le classique sentiment de culpabilité. Nous allons perdre la maison. Après tout ce que nous avons fait pour toi, comment peux-tu nous abandonner maintenant? Mon père a tenté son intimidation habituelle. Tu dois de l'argent à cette famille. Sois un homme et aide-nous. Tristan a en fait été le premier à s'excuser, disant que la prison l'avait changé et qu'il voyait les choses différemment maintenant, avant de demander de l'argent pour la cantine. Vous savez ce qui était vraiment drôle? La semaine dernière, quand mes parents sont venus à mon appartement, Youna a annoncé leur arrivée. Aucune idée de comment ils ont eu mon adresse. Probablement par un ami de la famille en commun. Ils étaient là, devant ma porte, ayant l'air franchement pitoyable. Tous les deux avaient ce regard désespéré. Ils avaient préparé tout leur argumentaire. Ils vendaient la maison mais avaient besoin d'argent pour la transition. Les comptes bancaires sont gelés. Papa a perdu son emploi après le scandale. Maman souffre d'anxiété. Ne pourrais-tu pas aider ta famille dans le besoin? J'ai écouté toute l'histoire sans intervenir, les regardant dérouler leur pathos dramatique. Quand ils ont enfin terminé, je les ai fixés pendant 10 secondes avant de demander « Désolé, j'ai dû rater quelque chose dans votre petite présentation. Pourriez-vous me rappeler quelle partie de votre tentative de me piéger vous donne droit à mon soutien financier ?» Le visage de ma mère s'est effondré comme si elle venait de se faire gifler. Mon père est resté sans voix. Pour une fois dans leur vie, ils n'avaient pas de scénario prêt. Les rôles étaient inversés, et ils n'avaient clairement aucune idée de comment jouer la partie de ceux qui n'étaient pas en contrôle. Mais ils n'étaient plus dans leur maison où toutes les règles leur appartenaient. Ils étaient à ma porte, et moi, j'avais toutes les putains de cartes. J'ai dit que j'y réfléchirais et ai fermé la porte. J'ai réfléchi environ 5 secondes avant d'envoyer un texto. La réponse est non. Ne me contactez plus. Mon père a répondu par des menaces, ma mère par de la manipulation émotionnelle, Tristan par des promesses de changement. J'ai bloqué tous leurs numéros. Certains pourraient trouver ça dur. Peut-être que oui. Mais après 24 ans à être le bouc émissaire, je me mets enfin en priorité. Ce sont des adultes qui ont fait leur choix, tout comme je fais les miens maintenant. Voilà pour l'instant, Reddit. Merci d'être resté avec moi à travers ce chaos. Vous êtes les meilleurs. Je vous tiendrai au courant si quelque chose se passe encore. Édition 1, pour ceux qui se demandent si j'ai porté plainte contre mes parents aussi, le procureur a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver qu'il connaissait le plan de Tristan à l'avance. Personnellement, je pense qu'il le savait, mais peu importe. Les conséquences financières qu'ils subissent maintenant sont probablement pires que ce que les tribunaux auraient fait. Édition 2, à ceux qui m'envoient des messages privés en disant « mais ce sont quand même ta famille ». Oh, allez. Être lié par le sang ne donne pas le droit de te piéger pour des crimes. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. C'est comme ça que fonctionnent les gangs en prison.